Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré à l'étude métrique des arcs paramétrés en dimensions 2 et 3. On va y parler abscisse curviligne, courbure, torsion, repère de Fresnel. E sera un espace affine euclidien orienté, R un repère orthonormé direct, I un intervalle fermé AB avec A et B qui sont des nombres réels, A inférieur à B, IF un arc paramétré et donc F une fonction continue de l'intervalle I vers E. Sigma est une subdivision de I, donc je rappelle qu'il s'agit d'une suite strictement croissante qui démarre à A et qui finit à B, une suite de l'intervalle I. On note MK, le point F de TK, et on considère L sigma la longueur de la ligne polygonale des MK, c'est-à-dire M0, M1 plus M1, M2 plus etc. Donc ça se termine à Mn-1, Mn. Donc cette ligne elle est inscrite dans l'arc bien sûr. Cette longueur est supérieure ou égale à 0. Si sigma et sigma prime sont deux subdivisions de I et que sigma prime est plus fine que sigma, alors la longueur de sigma est inférieure ou égale à la longueur de sigma prime. Donc je prends sigma prime, comme elle est plus fine que sigma, j'extrais une sous-suite de sigma qui quand même commence à T0, hein, parce que je veux que ça soit une subdivision aussi de I. Donc alpha 0 va être égal à 0, d'accord ? Et puis alpha m va être égal à n. Et donc j'ai cette sous-suite, voilà, et évidemment j'ai n qui est inférieur ou égal à n. L de sigma prime, c'est la somme de j égale 0 à n-1 des mj plus 1. Alors je peux le décomposer en allant de t alpha 0 à t alpha 1, puis t alpha 1 à t alpha 2, etc., etc. Et donc ça va me faire somme de k égale 0 à n-1, de somme des mj plus 1, comme là, mais pour j allant de alpha k jusqu'à alpha k plus 1, moins 1. Donc, quel que soit k allant de 0 à n-1, m alpha k plus 1, donc je vais être ici, hein, je vais aller de là à là, eh bien ça va être inférieur ou égal à quoi? M alpha k plus 1 plus m alpha k plus 1 jusqu'à etc. Hein. Alors quand je dis alpha k plus 1, c'est alpha k plus 1 à côté, hein, plus 2 à côté. Et le dernier, ça va être ça, m alpha k moins 1 et puis m alpha k. Donc ça c'est l'inégalité triangulaire. Et donc je vois que L sigma, qui est égal à somme de k égale 0 à m-1 des m alpha k, m alpha k plus 1, d'accord? Eh bien, c'est-à-dire donc la somme de ces trucs-là, va être inférieure à la somme de k égale 0 à m-1 de cette somme, qui est égale à L sigma prime. Donc L sigma est bien inférieur ou égal à L sigma. Longueur d'un arc, hein. Alors LIF c'est le sup, donc l'ensemble des longueurs L sigma. D'accord? Sigma appartenant à l'ensemble des subdivisions de I, eh bien à une borne supérieure, elle est non vide parce qu'il y a des subdivisions, il a une borne supérieure qui appartient à R bar plus. Attention, ça peut être plus infini. Bon, c'est supérieur ou égal à 0, mais ça peut être plus infini. Pas forcément un nombre réel. Alors on dit que l'arc est rectifiable justement si cette longueur appartient à R. La notion d'arc rectifiable ne dépend pas de la norme. C'est-à-dire si je prends deux normes sur E qui sont équivalentes, je sais qu'il existe des réels strictement positifs, tels que quel que soit le vecteur U de la direction de E, on est ça. Donc je prends sigma et L1, alors ça veut dire pour la norme 1, d'accord, L1 de sigma, c'est ça. Si sigma est une subdivision. L2 de sigma, c'est ça. Je vois bien, grâce à ça, que lambda L1 de sigma va être inférieur ou égal à L2 de sigma, inférieur ou égal à mu L1 de sigma. Mais IF est rectifiable. Si je suppose IF rectifiable pour la norme 1, L1 de IF, c'est le sub des L1 de sigma pour sigma appartenant à SI.
Et ça appartient à R. D'accord? Le sup ici, il appartient à R. Donc qu'est-ce qui va se passer? L2 de sigma est inférieur à mu L1 de sigma, quel que soit sigma. Donc L2 de sigma va être inférieur ou égal à mu A, puisque le L1 de sigma, il est toujours inférieur ou égal à A. Et A est un nombre réel. Donc ici, je vais avoir L2 de sigma toujours inférieur ou égal à un nombre réel. Donc la borne supérieure de l'ensemble des L2 de sigma, sigma appartenant à ici, comme ils sont tous majorés par L2 par mu A, eh bien cette borne supérieure va être un nombre réel. D'accord? Va être un nombre réel, et qui plus est inférieur ou égal à mu A, c'est-à-dire à mu L1 de IF. Donc IF est rectifiable pour la norme 2. Alors si on suppose maintenant que IF est rectifiable pour la norme 2, eh bien là je transforme légèrement ça, d'accord? Et donc j'ai ça, et après je fais le même raisonnement, et donc IF rectifiable pour la norme 2 impliquera que IF est rectifiable aussi pour la norme 1. Voilà. Soit IF et JG, deux arcs paramétrés équivalents, qui signifie qu'il existe un homéomorphisme phi de I vers J tel que F égale G rond phi. Je vous invite à regarder le cours sur les courbes paramétrées, les arcs paramétrés. Si je prends un intervalle I, un segment AB donc fermé de R, ben J, on sait, va être fermé aussi, avec UV qui sera égal à ça ou à ça, suivant que phi est croissante ou décroissante. Alors, IF est rectifiable si et seulement si JG est rectifiable, et la longueur de IF est égale à la longueur de JG, ce qui fait de la notion de rectification une notion qui est indépendante du représentant qu'on choisit pour un arc géométrique. Donc si on considère un arc géométrique, eh bien quelle que soit sa représentation, IF, JG, le simple fait que pour une représentation l'arc soit rectifiable, pour une autre représentation l'arc le sera aussi, et les longueurs seront les mêmes, si bien qu'on pourra parler d'arc géométrique rectifiable et de longueur d'un arc géométrique. Démonstration, si phi est croissante, on prend une subdivision de I. Donc UK égale phi de TK devient une subdivision, parce qu'ils sont croissants, de J. Et f de TK est égal à G rond, phi de TK est égal à G de U de K. Donc LIF sigma, qui est la somme des normes des f de TK et f de TK plus 1. F de TK c'est G du UK, donc ça c'est G de UK plus 1, et donc j'obtiens la longueur de JG sigma prime. Si phi est décroissante, je reprends encore une subdivision de I, mais cette fois-ci, les phi de TK, ça ferait une subdivision mais décroissante. Moi, je veux que ça soit croissant. Donc, je prends phi de T n-k, et j'obtiens comme ça une subdivision U0 jusqu'à UN, qui est une vraie subdivision, c'est-à-dire une suite croissante qui part de A, de U pour aller à V. Et dans ce cas-là, U, c'est phi de B et V c'est phi de A. Voilà. F de TK est égal à G rond phi TK est égal à G de UN-K, quel que soit K. Donc ça fait longueur IF qui est égale à ça. Ça c'est la somme des G de UN-K, parce que F de TK c'est F rond phi de TK, et phi de TK c'est ça. D'accord? Donc c'est G de UN-K, G de UN-K-1. Mais si je change K en J, en prenant J égale N-K, ça devient somme de 0 à N-1, de G de UJ, de norme de G de UJ, G de UJ plus 1, et donc j'obtiens la longueur L, J, G, sigma prime. Voilà. Alors, donc une fois ça fait, je prends JG un arc rectifiable et j'appelle LJG, donc comme tout à l'heure, le sup des longueurs LJG sigma, pour sigma par subdivision de J, et puisqu'il est rectifiable, ça appartient à R+.
LJG sigma prime va être inférieur ou égal à LJG, quel que soit sigma prime appartenant et subdivision de J. Ah oui, c'est à cause de ça, hein, puisque LJG, c'est le sup. Donc, ils sont tous inférieurs ou égaux. Maintenant, si je prends une subdivision de I, et que je définis sigma prime comme précédemment, alors bon, bah, dans chacun des deux cas. À ce moment-là, je vais avoir L de IF sigma qui est égal à L de JG sigma prime. C'est ce que j'ai démontré tout à l'heure, hein, dans les deux cas. Et comme j'ai supposé JG rectifiable, ça c'est inférieur ou égal à LJG, qui est un nombre réel. Donc ça veut dire que si je considère ça, l'ensemble des sup, hein, eh bien l'ensemble des sup, comme cet ensemble est majoré par ça, son sup va appartenir à R. Autrement dit, LIF va appartenir à R, et qui plus est, comme ils sont tous inférieurs ou égaux à ça, le sup va l'être lui aussi. Donc LIF va être inférieur ou égal à LJG. De même, en considérant phi-1, donc on échange le rôle de I et de F, si IF est rectifiable, alors JG va être rectifiable et de la même façon, LJG va être inférieur ou égal à LIF. Donc, on va avoir LIF qui sera égal à LJG. Propriété, tout sous-arc JF, restriction de F à J, d'un arc IF rectifiable, est rectifiable, et la longueur de ce sous-arc est inférieure ou égale à la longueur de l'arc. Démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sous-arc? Donc, on a un intervalle I égale à B, fermé, rectifiable, hein, IF est rectifiable. Un sous-arc JG, c'est-à-dire J est égal à CD, inclus dans AB. D'accord? Et ce que j'appelle G, c'est la restriction de F à J. Alors, c'est bien un arc paramétré, JG, parce que F est continu sur I, donc G est continu sur J. Soit sigma, maintenant, une subdivision de J. J'appelle T0 jusqu'à Tn. Si C égale A et que D est égal à B, bon, voilà, les deux intervalles I et J sont les mêmes, les fonctions sont les mêmes, bon, IF est égal à JG. Si C est égal à A, donc C est ici, et D est inférieur à B. Bon, on va avoir T0 jusqu'à Tn, ben on va poser Tn plus B, Tn plus 1 qui est égal à B. Ça nous fait une subdivision de I, et les TK pour 0 à N apparaissent évidemment comme une sous-suite des TK pour 0 à N plus 1. Si A est inférieur à C, d'accord, et que D est en B, à ce moment-là, il faut décaler vers la gauche, c'est toujours plus compliqué. On pose U0 égale A, et UK égale TK-1 pour K allant de 1 jusqu'à N plus 1. On va finir comme ça à Tn. Et alors j'ai sigma égale U1 jusqu'à UN plus 1. La subdivision T0 jusqu'à Tn, elle devient U1 jusqu'à UN plus 1. Elle appartient, c'est une subdivision de J, et c'est encore une sous-suite de sigma prime, c'est-à-dire U0 jusqu'à UN plus 1. Et enfin, si A est inférieur à C et que D est inférieur à B, là, je pose U0 égale A, UK égale TK-1 comme là, jusqu'à N plus 1, puis je rajoute un UN plus 2 égale B. Et là, ma suite que j'avais au départ, c'est toujours U1, UN plus 1, subdivision de SJ. Et c'est pareil comme une sous-suite de sigma prime égale U0 jusqu'à UN plus 2, qui elle est une subdivision de I. Bon, dans le premier cas, ils sont égaux, JG donc rectifiable et les longueurs sont les mêmes, c'est évident. Dans le deuxième cas, LIF sigma prime, ça apparaît clairement comme LJG sigma plus ça. Donc celui-là est plus petit que celui-là. Et comme celui-là est toujours inférieur ou égal à LIF, qui est rectifiable, hein, c'est parce que l'IF est rectifiable, et que ça appartient à R,
je vais en déduire que LJG, qui est le sub de ces trucs-là, au sigma appartenant à LJ, va appartenir à R, puisqu'il est majoré par LIF, et que le sub va être inférieur ou égal à LIF. Alors les troisième et quatrième cas, qui correspondent à ça et ça, c'est pareil. Troisième cas, LIF sigma prime, je vais l'écrire norme de F de U0, F de U1, d'accord, plus LJG sigma, et là encore j'obtiens LJG sigma inférieur ou égal à LIF sigma prime inférieur ou égal à LIF, et la conclusion est la même, c'est-à-dire que l'arc LJG, JG est rectifiable et que LJG sigma, enfin LJG est inférieur ou égal à LIF. Dernier cas, pareil. LIF sigma prime, il va y avoir ça, plus LJG sigma, plus le dernier terme. Et donc là aussi, LJG sigma est inférieur ou égal à LIF sigma prime. Même conclusion. On en déduit que l'arc JG est rectifiable et que LJG est inférieur ou égal à LIF, et c'est terminé. Soit I, l'intervalle AB, C entre A et B. Si l'arc IF est rectifiable, alors les arcs ABF, BCF sont rectifiables. Bon, F ici, on entend la restriction de F à AB et la restriction de F à BC. Et alors, la longueur de l'arc entre A et B est égale à la longueur entre A et C plus la longueur entre C et B, ce qu'on peut appeler une relation de Schall. Voilà. Alors pour que cette relation de Schall soit vraie, même si C est égal à A ou B, on va poser longueur entre X et X est égale à 0, quelle que soit la fonction F, elle n'a même pas besoin d'être continue. Démonstration. J'appelle S1, S2 et grand S les ensembles de subdivision des intervalles AC, CB et AB. Je prends une subdivision de AC, une subdivision de CB, et la réunion de ces deux subdivisions que j'appelle sigma. Bon, je vous invite à regarder le chapitre sur les intégrales de Riemann où je parle de tout ça. J'obtiens en fait une subdivision qui est de la forme T0 égale A jusqu'à C, puis ensuite jusqu'à B. Hein, voilà. Sigma 1, c'est cette subdivision-là qui va de A, donc subdivision de AB, hein, et de AC, pardon, et celle-là de CB. Alors AC, F et CBF, on l'a vu, sont rectifiables puisque AC est inclus dans AB et que CB est inclus dans A. La longueur de la ligne polygonale des F de TK sur I est égale à ça, qui peut se décomposer comme ça. Et donc ça nous fait, celle-là va nous donner la longueur entre A et C. Donc ça nous fait LAC F sigma. Mais en fait c'est LAC F sigma 1. D'accord? Parce que c'est sigma 1. Et puis là c'est LCB sigma 2. Donc ici je peux mettre sigma 1 et sigma 2. Et alors, LAC F sigma 1 plus LCBF sigma 2 est donc égal à LIF sigma, qui est inférieur ou égal à L, la longueur de l'arc, entre A et B, hein, donc inférieur ou égal à IF, puisqu'il est rectifiable. Et ça c'est vrai, quel que soit sigma 1, sigma 2. D'accord? Donc, comme ces arcs sont rectifiables, le sub de ça plus le sub de ça va être inférieur ou égal à ça. Et donc, la longueur L de ACF plus LCBF va être inférieure ou égale à LIF. Alors maintenant, on va démontrer le contraire. Sigma est une subdivision de AB. Je rajoute C dans cette subdivision pour avoir ça. Et comme ça, ça me permettra d'avoir une subdivision de AC et de CB. Alors sigma prime est plus fine que sigma, donc j'ai cette inégalité. Et il est évident que LI, c'est ce qu'on a fait avant, hein, LIF sigma prime, ça va être L de ACF sigma 1 plus L de CBF sigma 2, d'accord, avec sigma 1, sigma 2. LIF sigma. Alors celui-là,
il est inférieur ou égal à L ACF, d'accord, parce qu'ils sont rectifiables, hein, puisqu'ils sont inclus dans AB, et puis tous les deux inclus dans AB, AC et CB sont inclus dans AB, et celui-là, il est inférieur ou égal à ça. Donc on a ça, cette inégalité, quel que soit sigma appartenant ici. Ce qui veut dire que L de IF est inférieur ou égal à ça. Et donc, j'ai l'égalité que je voulais avoir. Petit rappel avant d'entamer les choses plus importantes et un théorème important, un petit rappel d'intégration. Alors là, je vous invite aussi à aller voir ce chapitre sur l'intégrale de Riemann. F, une fonction de AB vers l'espace affine E. Alors, pour expliquer, je prends un plan, je pourrais prendre un espace de dimension n. R, un repère orthonormé direct, hein, d'accord. Cette somme-là est en fait la somme d'un vecteur. On a appris les intégrales avec des vecteurs, donc je prends un point haut quelconque. Alors évidemment, elle dépend des coordonnées xt, yt de f dans R. Alors, cette somme, donc c'est un vecteur, f est intégrable si et seulement si les coordonnées de ce vecteur-là, c'est-à-dire les coordonnées du point f de t, que je vais appeler x et y, sont intégrales. Voilà. Et somme de a à b de f de t dt est égale à ça plus ça. Alors on va dire que c'est un vecteur. Un vecteur, d'accord, c'est le vecteur qui a ces coordonnées-là, mais on peut dire aussi que c'est un point. En fait, bon, parfois je mettrai des flèches, parfois je ne les mettrai pas, mais on confond le point et puis le vecteur. Alors on a vu que f est intégrable, ça implique, si f est intégrable, alors la norme de f est intégrable, et que la norme de somme de a à b de f de t dt est inférieure ou égale à la somme de a à b de norme de f de t dt. La norme de f de t c'est un point. Il faut entendre norme du vecteur O f de t. D'accord ? Ici c'est pareil, c'est le vecteur O f de t. Bon. Si f est de classe C1, donc x, ce qui équivaut à dire que x et y, les coordonnées sont de classe C1, alors, somme de a à b de f' de t dt est égale à f de b moins f de a. C'est-à-dire le vecteur f de a, f de b. D'accord ? Je rappelle que le vecteur AB, si j'ai deux points A et B, on peut le noter B moins A. Alors pourquoi ça ? Parce que ça nous fait somme des x' entre A et B, I, plus somme de A à B de y' J. D'accord ? Ça c'est un nombre réel qui vaut xb moins xa, parce que la fonction est continue, parce que x' est continu. Et ça vaut yb moins yk. Et donc ça fait xb i plus yb j, c'est le point f de b, c'est le vecteur OF de b, moins le vecteur OF de a. Donc ça fait bien le vecteur f de a, f de b. Voilà. Théorème, hein. On considère l'arc paramétré IF de classe C1. On suppose qu'il est rectifiable. Alors, la longueur de l'arc est égale à la somme de A à B de norme de f' de t dt. Qui existe parce que f est de classe C1, donc f' est continu, et donc norme de f' est continue, donc on peut intégrer. Démonstration. f' de t, il faut bien comprendre que c'est un vecteur, on l'a déjà dit. C'est la limite quand h tend vers 0 du vecteur f de t plus h sur h. C'est la limite du point f de t plus h moins f de t sur h. Soit sigma une subdivision de i, LIF sigma, c'est cette somme-là. Et pour quel que soit k entre 0 et n-1, ce vecteur-là, ce qui est le vecteur f de tk plus 1, est égal à la somme de k à tk plus 1 de f' de t dt. Donc, quand je prends la norme, c'est inférieur ou égal à, et je mets la norme dessous, hein, somme de norme de f' de t dt. Donc, ça, c'est toujours vrai. Donc, quand je mets dans ça, ça me fait que LIF sigma va être inférieur ou égal à cette somme de 0 à n-1 de cette somme
de tk à tk plus 1 les normes de f' de t dt. Or ça fait la somme, le premier tk c'est t0 égale a, le dernier tk plus 1 c'est tn égale b, donc ça fait somme de a à b de normes de f' de t dt, quel que soit sigma, subdivision de i. D'où on en déduit, puisque c'est quel que soit sigma, quand on passe au sub de tout ça, il va être inférieur ou égal à ça. Et donc la longueur de l'arc est inférieure ou égale à somme de a à b de normes de f' de t dt. Petit 2, dans ma démonstration, je considère phi qui a x appartenant à i, associe la longueur de l'arc entre a et x si x est supérieur à a, 0 si x égale a. Montrons qu'elle est dérivable et que phi' de x est égal à la norme de f' de x. Alors évidemment, dérivable à droite en a, dérivable à gauche en b. Hein. Et partout ailleurs, dérivable des deux côtés. Quand h positif, donc x inférieur à b, on s'intéresse à ça. Alors évidemment, a est inférieur ou égal à x, qui est inférieur à x plus h, qui est inférieur à b. C'est égal à L de AX, F, donc la longueur de l'arc entre AX, et plus la longueur de l'arc entre X plus H, c'est échelle, d'où je déduis que phi de X plus H moins phi de X est égal à ça. Ça, d'après ça, si je remplace I par X plus H, je vais obtenir que c'est inférieur ou égal à ça. Et ça, puisqu'il y a continuité de F', il existe un CH entre les deux, tel que ça fasse HC', norme de F' de CH. X plus H est une subdivision de l'intervalle x plus H. Donc, cette distance-là, cette ligne polygonale, est inférieure ou égale à ça. Donc, finalement, je vais avoir ça qui est inférieur ou égal à ça, et ça, c'est phi de x plus H moins phi de x. Je divise par H positif. J'obtiens ça. D'accord? Et ça, j'ai dit que c'était L de x plus HF, et ça fait H divisé par norme de F' de CH. Je divise par H positif. J'obtiens ça. Limite de ça. Alors, si je fais passer le H, je ne m'occupe pas des normes. La limite de ça, quand H tend vers 0+, c'est F' de x, puisque F est dérivable. D'accord? Donc, ici, quand je passe à la limite, la norme, là, je peux mettre le H dedans, puisqu'il est positif. Je vais obtenir norme de F' de x. Par ailleurs, la distance entre CH et x est inférieure ou égale à H. Hein. Donc, la limite de CH quand H tend vers 0+, est égale à x. Et donc, puisque F' est continu, la limite de la norme de F' de CH quand H tend vers 0+, va être égale à la norme de F' de x. Donc ça tend vers F' de x, ça aussi. Et donc, j'en déduis que phi est dérivable en x, et que sa dérivée à droite, puisque j'ai pris H positif, est égal à la norme de F' de x. Et ça, c'est vrai, quel que soit x entre A et B, comme ça. Maintenant, si H est négatif, je fais la même chose, sauf que x plus H est inférieur à x. Donc, comme tout à l'heure, j'ai longueur entre AX qui est égale à longueur entre AX plus H plus longueur entre x plus H et x. Et là, du coup, ça me donne phi de x plus H moins phi de x est égal à moins L. D'accord? L de x plus H, x, f, là encore, j'utilise ça. C'est inférieur ou égal à la somme de x plus h à x, puisque x plus h est plus petit que x, norme de f' de t dt. Et ça fait quoi? X moins x plus h, ça fait moins h, ça c'est positif. Hein. Norme de f' de ch, où ch appartient à ça. Et enfin, comme x plus h est une subdivision de l'intervalle x plus h, c'est ce que j'avais écrit ici, ben j'ai f de x moins f de x plus h en norme qui est inférieur ou égal à cette longueur. Alors, maintenant, ben, je divise ça par moins h qui est positif. Donc ça me fait L divisé par moins h. Et ce L divisé par moins h, ça me fait exactement ça. Parce que phi de x moins phi de x plus h, c'est égal à moins L, d'accord,
Et ce moins L, il est égal à H f' de CH. Voilà. Donc j'obtiens exactement ça. Alors, en fait, j'obtiens que f de x moins f de x plus h est inférieur à phi de x moins phi de x plus h. Donc je divise par moins h positif, ça me fait ça. Alors quant à ça, hein, bah, c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que c'était moins L, ça fait ça. Et je vais le diviser par moins h qui est positif. Hein. Donc comme ça, c'était inférieur ou égal à ça. Et je divise par moins h positif. Bah, j'obtiens finalement que ça est inférieur ou égal à phi de x plus h moins phi de x. Hein, je change là. Sur h est inférieur ou égal à f' de ch. Et maintenant, je fais tendre h vers 0. Donc bah, ça, comme tout à l'heure, ça tend vers f' de x. Et puis ça aussi pour les mêmes raisons, puisque quand h tend vers 0 moins, eh bien ch tend vers x, et donc ça tend vers f' de x. D'où je déduis que ça, c'est dérivable, et que ça dérivé à gauche, puisque h tend vers 0 moins. Hein, c'est donc dérivable à gauche en x, et que phi prime en x moins, c'est norme de f' de x. Et comme c'était vrai en x plus, bah, j'en déduis que phi est dérivable en x, quel que soit x, et que phi' de x est égal à norme de f' de x, qui est donc continue, parce que f est de classe C1. Donc si je prends maintenant L de IF, qui est égal à phi de B, parce que c'est phi de B, alors c'est phi de B, et c'est phi de B moins phi de A, puisque lui il vaut 0. Et donc comme phi est continu, alors comme phi' est continu, ça nous fait somme de A à B de phi' de T dt, c'est-à-dire somme de A à B de norme de f' de T dt. Et c'est bien le résultat qu'on voulait avoir. Propriété, si IF est un arc paramétré de classe C1, que T0 appartient à I, que f' de T0 est différent de 0, du vecteur nul, donc un point régulier, alors quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que si U et V appartiennent à cet intervalle avec U inférieur à V, eh bien on a f de U est différent de f de V et ce résultat, qui signifie en fait que L de la longueur de l'arc entre U et V est équivalent à f de V moins f de U sur un intervalle petit. Démonstration, f' de T0 n'est pas le vecteur nul, donc on peut choisir epsilon strictement positif et inférieur à norme de f' de T0 sur 2. F' est continu en T0, puisque f est de classe C1. Donc il existe nu positif tel que si valeur absolue de t moins T0 est inférieure à nu, alors norme de f de t moins f de T0 est inférieure à epsilon. Soit phi, l'application de I vers la direction de E, qui à t fait correspondre f de t, que je considère comme un point ou un vecteur, ça n'a pas d'importance, moins t f' de T0. Phi est de classe C1 parce qu'il est composé de f qui est de classe C1 et de t qui est C infini. Et phi' de t est égal à f' de t moins 1 f' de T0, quel que soit t. Donc si t moins T0 est inférieur à nu, eh bien phi' de t en norme, qui va être égal à la norme de ça, va être inférieur à epsilon. Donc je considère l'intervalle V0 de T0 qui est T0 moins nu, T0 plus nu. Si UV appartient à V0, alors norme de phi' de T est inférieure à epsilon sur cet intervalle UV. Puisque ça c'est inférieur même surtout, oui c'est inférieur sur l'intervalle UV. Donc phi de V moins phi de U va être inférieur ou égal à epsilon fois valeur absolue de V moins U, c'est le théorème des accroissements finis. UV appartient à V0. Donc, norme de tout ça. Alors, je remplace en fait phi de V par f de V moins
V f' de T0 et phi de U par f de U moins U f' de T0. Donc ça, c'est pareil que ça. Donc ça, je l'appelle 1. Et donc, j'en déduis que ça, j'utilise en fait l'inégalité triangulaire. Ça va être inférieur ou égal à tout ça, plus norme de f de v moins f de u. Donc ça va être inférieur ou égal à ça, plus norme de f de v moins f de u. Donc, norme de f de v moins f de u va être supérieure ou égale à ça moins ça. Or, ça nous fait ça. Et si je regarde un dessin, epsilon, j'ai choisi plus petit que f' de t0 sur 2. Là, j'ai f' de t0, norme de f' de t0. Et donc, la distance entre ça et epsilon, cette distance-là va être plus grande que alors cette distance-là est plus grande que ça. C'est-à-dire que norme de f' de t0 sur 2. Voilà. Et donc, puisque ça c'est non nul, si v est différent de u, c'est-à-dire si u est inférieur à v, ben j'obtiens que ça c'est différent de 0, donc que f de v est différent de f de u. C'est la première partie. Alors, soit x, cette quantité-là, attention, hein, ça, je voulais dire que c'était ça. D'accord? Le dt, il est là. Donc, ça, c'est pareil que somme de u à v de norme de f' de t0. Donc, je mets norme de f' de t0 sous l'intégrale. D'accord? Et donc, il y a bien égalité. Alors, valeur absolue de ça, ça va être inférieur ou égal à somme de uv de valeur absolue de ça. Or, la valeur absolue de la différence entre deux normes, c'est inférieur ou égal à la différence entre les deux normes. Et là, je reconnais phi' de t, qui est inférieur ou égal à epsilon. Donc, ça fait inférieur ou égal à epsilon v moins u. D'accord? Voilà. Et là, j'obtiens 3. Attention, hein, tout ça, c'est vrai que si u et v appartiennent à v0 et u inférieur à v. Voilà. Alors, maintenant, si je considère ça, j'intercale ça et j'applique l'inégalité triangulaire. Ça va donc être inférieur ou égal à ça. Alors ça, difficile de voir où c'est, mais c'est ici. C'est inférieur à epsilon v moins u. Puis il y a ça. D'accord? Alors je peux prendre l'opposé de toute façon. Et donc là, je vais le trouver ici. C'est inférieur aussi à epsilon v moins u. Donc ça fait inférieur ou égal à 2 epsilon, valeur absolue de v moins u. Et donc, de plus 2, donc ça implique que v moins u est inférieur ou égal à 2 norme de f de v moins f de u sur f' de t0, parce qu'il n'est pas nul. Hein, d'accord? Donc, si uv appartient à v0 et qu'on a u inférieur à v, ça, je vais dire que c'est inférieur ou égal donc, à ça, et donc j'obtiens ça. D'accord? J'obtiens ça. Et maintenant, je vais... Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais avoir. Donc, je vais dire, si je prends un epsilon prime positif, et je choisis epsilon supérieur à 0 et inférieur à epsilon prime f' de t0 sur 4, une fois que j'ai mon epsilon, je peux choisir, je développe tout ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que il existe nu positif, et ensuite je prends des UV appartenant à V0. V0, c'est évidemment l'intervalle T0 moins nu, T0 plus nu. Je prends U inférieur à V, et j'ai ça. D'accord? J'ai ça, et là, du coup, je vais dire que cet epsilon est inférieur... Ah oui, alors, j'ai ça. Là, je divise par V de, norme de F de V
moins f de u. Comme ça, ça me fait moins 1. D'accord? Et donc, il ne reste plus que 4 epsilon sur f' de t0. Mais mon epsilon est inférieur à epsilon prime f' de t0 sur 4. Donc ça va être inférieur à epsilon prime. Donc, quel que soit epsilon prime, positif, il existe nu positif, tel que si UV appartient à V0 avec U inférieur à V, eh bien j'ai bien ça et j'ai ça. D'accord? Et donc le résultat est démontré. Abscisse curviligne, on a un intervalle fermé, I égale AB, un arc paramétré IF de classe C1, T0 appartient à I, et relativement à l'origine T0, l'abscisse curviligne est l'application petit s de I vers R, qui pour T supérieur ou égal à T0 associe S de T égale somme de T0 à T de norme de F' de X dx, c'est-à-dire la longueur de l'arc qui va de T0 à T. Et si T est inférieur à T0, eh bien, ça va associer la même chose, la formule est la même, sauf que là, dans ce cas-là, comme T0 est supérieur à T, eh bien, on obtient l'opposé de la longueur. On a donc S de T0 qui est égal à 0, S est de classe C1, en effet, norme de F' de X, c'est comme F est de classe C1, F' est continu, et la valeur absolue aussi, et donc S va être dérivable, sa dérivée c'est norme de F' qui est continue, donc elle est bien de classe C1. S' de T est donc égal à ça, et comme c'est positif, c'est croissant. Si f' de T0 est différent de 0, point régulier en T0, alors S est strictement croissante sur un intervalle contenant T0, puisque f' de T, comme f' est continu, f' de T sera différent de 0, donc soit toujours positif, soit toujours négatif sur un intervalle. Si f est régulier, si l'arc est régulier, c'est-à-dire que f' de T est différent du vecteur nul quel que soit T appartenant à I, alors S est strictement croissante sur I, et donc S de I va être égal à S de A, S de B, que j'appelle J, et puis S est C1, et donc ça représente un difféomorphisme de I vers J. Et du coup, je peux m'intéresser à G égale F rond S-1, c'est un C1 difféomorphisme, et qui va de I vers R, et donc qui va être C1 par composition, et JG va donc être C1 équivalent à IF, et ce seront des arcs de même sens, parce qu'en plus, le paramétrage S, on a dit que S était croissant, d'accord? Donc voilà, JG est appelé une représentation normale de IF. De plus, si U appartient à J, donc T est égal à S moins 1 de U appartient à grand I, F qui est égal à G rond S implique que F' de T égale S' de T G' en S de T, c'est-à-dire S' de T G' de U si je pose donc, puisque U va être égal à S de T, G' de U. Donc ça fait S' de T c'est norme de F' de T, G' de U. D'où on déduit que norme de F' de T est égale à ça fois norme de G' de U, et donc que G' de U est égal à norme de G' de U est égal à 1. Bon, F' de T, lui, il est égal, on a dit, à ça, et ça montre clairement, puisque ça c'est positif, que G' de U et F' de T ont le même sens, qui est donc G' de U va donc être le vecteur unitaire de la demi-tangente positive en F de T, c'est-à-dire la demi-droite qui passe... alors en fait c'est de la demi-droite, hein. C'est pas de la droite. La demi-tangente c'est la demi-droite. Qui passe par F de T et qui est dirigée par F' de T. On notera T égale F' de T sur norme de F' de T, c'est-à-dire G' de U, hein, ça vient de là. Hein. Et donc vecteur unitaire, et comme U est égal à S de T, T est égal
à G' en S de T, et on va noter ça souvent, T égale G' de S, on en reparlera. Si, toujours avec l'arc IF de classe C1, T0, et JG a un arc C1 équivalent à IF, donc il y a un paramétrage admissible, un difféomorphisme de classe C1, donc phi de I vers J, tel que F est égal à G rond phi. Donc f' de t est égal à g' en phi de t fois phi' de t, c'est-à-dire f' de t égale g' de u, si j'appelle u égale phi de t, fois phi' de t, qui est positif, si phi est croissant. Mais sinon, il n'est pas forcément positif. Donc j'ai ça, j'ai cette formule. Alors si phi est croissant, alors là si phi est croissant, phi' de t va être positif, et du coup f' et g' ont le même signe, et donc f et g sont de même sens. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que f et g, si phi est croissant, f et g sont au même sens. Phi' de t est positif. Les demi-tangentes, alors donc celle qui passe par f de t, qui est orientée par le vecteur f' de t, celle qui passe par g de u, mais g de u c'est f de t, et qui est orientée par g' de u, eh bien elles sont les mêmes, puisque f' de t et g' de u ont le même sens, vu que phi' de t est positif. Voilà. Soit u est 0 égale phi de t0, on fait le tangement de variable phi et y égale phi de x dans s de t, alors c'est relatif à f, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit f, égale somme de t0 à t de norme de f' de x dx, et quand je fais ce changement, en utilisant ça, j'obtiens tout de suite, puisque norme de f' de x est égale à norme de g' de x, phi' de x, puisqu'il est positif, j'obtiens tout de suite que s de t est égal à la somme de u0 à u de norme de g' de y dy, où u est égal à phi de t. Donc l'abscisse curviligne en t par rapport à la fonction f est égale à l'abscisse curviligne en u par rapport à g. Donc ils ont même abscisse curviligne. Voilà. En prenant pour g l'origine u0 égale phi t0. Alors que si phi est négatif, eh bien phi' de t là, va être négatif. Alors comme phi est décroissant, ig, if et phi g sont de sens opposé, et les demi phi' de t et j' de u sont de sens opposé, les demi-tangents sont opposés aussi. Phi' de u en valeur absolue est égal à moins phi' de u, puisque c'est pas phi' de u d'ailleurs, c'est phi' de t, pardon, est égal à moins phi' de t, parce que phi' de t est négatif. Donc, si je fais y égale phi de x, f' de x est égal à g' de y phi' de x, donc norme de f' de x va être égale à moins, quand je passe aux normes, la norme de la valeur absolue de phi' de x, c'est moins phi de x, donc j'obtiens ça. Donc quand je fais le changement de variable, comme j'ai fait tout à l'heure, dans l'intégrale, dans cette intégrale là, d'accord, eh bien ça montre que j'obtiens moins somme de u0 à u de g' de y dy, c'est-à-dire l'opposé de l'abscisse curviligne relatif à g en u. Donc en fait, pour conclure, si les arcs sont IF et si les arcs IF et JG sont C1 équivalents de même sens, on a les mêmes demi-tangentes et surtout les mêmes abscisses curvilignes, alors que s'ils n'ont pas le même sens, parce que phi est décroissant, eh bien alors les demi-tangentes sont opposées et puis les abscisses curvilignes aussi. Conclusion et notation, on a l'arc paramétré IF de classe C2,
T0 appartient à I, l'abscisse curviligne d'origine T0, le paramétrage normal c'est J, l'intervalle SA, SB, et G égale F rond S moins 1. Donc, notation, on notera petit s au lieu de la variable U, et on dira que G, à petit s appartenant à J, associe G de S. On rappelle que IF et JL et JG sont ces deux équivalents de même sens, parce que S est strictement croissant. Si IF est régulier, la demi-tangente unitaire positive, c'est T égale F' de T sur sa norme, c'est G' de S, on l'a déjà démontré, où S est égal à grand S de T. Alors, on va maintenant considérer deux arcs paramétrés I1, F1 et I2, F2, ces deux équivalents. Donc, il y a un difféomorphisme F1 égale F2 rond phi, avec phi qui va de I1 vers I2. Et en fait, on va comparer les représentations normales de I1 F1 et de I2 F2, paramétrage normal de chacune. Et on va voir que c'est les mêmes quand ils sont ces deux équivalents de même sens, et que ce n'est pas les mêmes quand ils ne sont pas de même sens. Si T appartient à I1, donc I1 c'est A1 B1, U égale phi de T appartient à I2 que je note à 2B2. Attention, A2 n'est pas, si phi est croissant, A2 c'est phi de A1 et B2 c'est phi de B1. Mais si phi est décroissant, A2 c'est phi de B1 et B2 c'est phi de A1. On suppose donc A1 inférieur à B1 et A2 inférieur à B2. Si T0 appartient à I1, on appelle U0 égale phi de T0 appartenant à I2. S1 c'est l'abscisse, alors pour l'arc IF, I1, F1, c'est l'abscisse curviligne d'origine T0. Et S2 c'est l'abscisse curviligne d'origine U0 pour I2, F2. Et on sait que c'est égal à epsilon S1 de T, où U est égal à F de T, à phi de T. Et epsilon égale plus ou moins 1. Ça, on l'a démontré suivant que, donc epsilon égale 1 s'ils ont le même sens, moins 1 s'ils n'ont pas le même sens. Donc, on peut écrire que S1 est égal à epsilon S2 rond phi. Les paramétrisations normales de I1, F1, I2, F2, je les appelle J1, bon bah G1, qui est égal à F1 rond S1 moins 1, J2, G2, qui est égal à F2 rond S1 moins 1, S2 moins 1. Premier cas, epsilon est égal à 1, ce qui veut dire que les deux arcs ont le même sens. J1, comme S1 est égal à S2 rond phi, parce que du coup S1 égale S2 rond phi, J1 va être égal à S1 de I1, c'est-à-dire à S2 rond phi de I1, mais phi de I1 c'est I2, et donc ça fait S2 de I2 égale J2. On note J, comme J1 est égal à J2, je l'appelle J. Voilà. Et donc sur mon diagramme ici, j'ai tout mis, hein, j'ai phi qui va de I1 vers I2, j'ai F1, et F1, je sais que c'est F2 rond phi, et j'ai S1, j'ai S2 qui vont vers J, et je sais que F1, enfin que G1, c'est F1 rond S1 moins 1, d'accord, et que G2, c'est F2 rond S2 moins 1. Donc, justement, G2 égale F2 rond S2 moins 1, qui est égal à F1 rond phi moins 1 rond S2 moins 1, qui est égal à F1 rond, et là je prends l'inverse, donc S2 rond phi moins 1, donc F1 rond S1 moins 1, qui vaut G1. Et donc, en fait, j'ai J1 qui est égal à J2 qui est égal à J, et j'ai G1 qui est égal à G2, donc c'est exactement les mêmes représentations normales. Si epsilon est égal à moins 1, j'ai S1 qui est égal à moins S2 rond phi, qui est strictement croissante, hein, c'est-à-dire que c'est S2 rond phi qui est décroissant. S1 de I1 est égal à S1 de A1 B1, donc ça fait moins S2 rond phi de A1 moins S2 rond phi de B1. Et J1 est égal à S1 de I1. Alors J1 est égal à S1 de I1, ça va donc être égal à moins S2 de B2, hein, je l'ai dit tout à l'heure, B2 égale phi de A1, et ici ça fera moins S2 de A2, A2 égale phi de B1, parce que phi est décroissante. Alors ça, bah, je peux le noter, moins S2 de I2
et S2 est égal, S2 de I2 serait égal à S2 de A2, S2 de B2. Voilà. Celui-là est bien plus petit que celui-là. En fait, si j'ai un intervalle XY, ce que j'appelle moins l'intervalle XY, c'est l'intervalle moins Y moins X. Voilà. Donc j'ai J1 qui est égal à moins J2. J'ai S2 rond phi rond S1 moins 1 qui est égal à, ça fait moins S1, rond S1 moins 1, c'est-à-dire moins identité. Alors il faut bien comprendre ici qu'il s'agit de l'identité sur J1. D'accord? Sur J1. Et là, l'identité sur J1. Alors, en fait, j'ai ce diagramme. J'ai ce diagramme. Voilà, c'est presque le même que l'autre, sauf que S1 aboutit à J1, S2, I2 aboutit à S2 qui est égal à J2, mais J2 c'est moins J1. D'accord? Voilà. Et S2 rond phi rond S1 moins 1 est égal à moins identité. Alors, S1 moins 1 d'abord, puis ensuite je lui applique phi, puis ensuite je lui applique S2, et donc là, Gx donne moins x. Ce qui est tout à fait possible, puisque J2 est égal à moins J1. Donc si x appartient à J2, moins x appartient à J1. G1 de moins x. G1 de moins x, c'est F1 rond S1 moins 1 de moins x. Alors j'appelle T égale S1 moins 1 de moins x, c'est-à-dire que S1 de T est égal à moins x. G1 de moins x va donc être égal à F1 de T. Et F1 c'est F2 rond phi. Donc F2 rond phi de T. Mais F2 c'est F2 qui est là. D'accord? F2 c'est G2 rond S2. G2 rond S2 rond phi de T. S2 rond phi de T, c'est égal à moins S1 de T. Donc c'est égal à X, parce que S1 de T était égal à moins X. D'accord? Donc G1 de moins X, qui est égal à ça, va donc être égal à G2 de, et ça, je peux le remplacer par X. Et ceci, quel que soit X appartenant à J2. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J1 a été remplacé par J2, et G1 a été remplacé par l'application G2, qui a X appartenant à J2 associe G1 de moins X. Donc voilà, la représentation normale de I2 F2, c'est celle-là par rapport à la représentation normale de I1 F1. Si on considère l'arc paramétré IF de classe C2, T0 appartient à I, S de T est égal à somme de T0 à T de norme de F' de T dt, CD appartenant à I tel que C est inférieur ou égal à D, alors la longueur de l'arc entre C et D est égale à SD moins SC. En particulier, la longueur de l'arc entre A et B est égale à SB moins SA. En effet, la longueur de l'arc entre C et D est égale à somme de C à D de norme de F' de T dt, et par Chasles, on a facilement somme de T0 à D moins somme de T0 à C, et donc ça fait S de D moins S de C. Il y a un double résultat, et pour avoir en A et en B, on remplace D par B et C par A. Remarque, si on a toujours cet arc IF, et qu'on prend deux points, et qu'on considère les abscisses curvilines d'origine T0 et d'origine T1. Alors S0 est égal à S1 plus K, où K est une constante. Ah oui, c'est évident, puisque on peut faire par Chasles somme de T0 à T1 plus somme de T1 à T. Et donc on trouve bien ça. Donc en fait, ça veut dire que les abscisses curvilines diffèrent d'une constante quand on change d'origine. Propriété, ou plutôt exemple, d'un arc paramétré défini sur I à valeur dans l'espace affine euclidien de dimension 3 avec son repère orthonormé direct, donné par ces formules-là, f de t est égal
à CHT, SHT, T, donc c'est infini, puisque le composé de fonction c'est infini. Quand on dérive, on trouve ça. Et donc la norme de f' de θ est égale à racine de ch carré plus ch carré plus 1. Mais sh carré plus 1, ça fait ch carré, donc ça fait 2ch carré, et je sors la racine. Fait racine de 2 cht, puisque le ch est positif. Donc, si je prends l'origine en haut, l'abscisse curviligne est égale à la somme de 0 à t de racine de 2 chx dx. Et j'intègre avec sh, et comme sh en 0 vaut 0, ça fait racine de 2 sh sht. Voilà. La demi-tangente unitaire positive, bah, c'est t égale f't divisé par sa norme. Hein. Donc là, ça fait 1 sur racine carrée. Alors, la norme, hein, j'avais démontré qu'elle est égale à racine de 2 CHT. 1 sur racine de 2 CHT. Voilà. Et donc ça fait THT, 1 et 1 sur 1 sur CHT, multiplié évidemment par 1 sur racine de 2. La courbe plane, exemple d'une courbe plane définie par un arc et par une fonction y égale f de x en fait. Hein. Donc ça revient à dire t, y de t où y est une fonction définie sur i à valeur dans R que je suppose de classe C1. f' de t, donc pour coordonner 1 et y' de t, et norme de f' de t est égale à racine de 1 plus y' de t au carré. Si t0 appartient à i, s de t est égal à la somme de t0 à t de racine carrée de 1 plus y' de x carré dx. Exemple, si je prends une parabole, la parabole y égale, alors y égale x2 sur 2, hein, y. Mais là, je prends la notation qui est ici, c'est pour ça que j'ai mis t. Donc là, 1 plus y' au carré, bah, y' c'est 2t sur 2, donc ça fait t, donc c'est 1 plus t2. Et donc s de t, si je prends l'origine en haut, est égal à la somme de 0 à t de racine carrée de 1 plus x2 dx. Bon. Alors, le problème, c'est d'intégrer ça par partie. Je mets x. Et donc, je dérive ensuite. Alors, j'ai le x, il va être fou à la dérivée de ça, c'est-à-dire 2x sur 2 racines. Donc, les deux se suppriment. X fois x, ça fait x2 sur racine. Ça fait t racine carrée de 1 plus t2 moins 0. Donc, ça fait ça. Moins, et ça, le x2, je peux dire que c'est x2 plus 1 moins 1. Le x2 plus 1 sur racine carrée de 1 plus x2 nous fait ça. Et le moins 1, il reste ça. Voilà. Donc, ici, je vais retrouver ce moins cette intégrale, c'est-à-dire moins s de t. Je le fais passer de l'autre côté. Donc, ça fait 2s de t est égal à ça. Et 2s de t est égal à t racine carrée de 1 plus t2. Voilà, t racine plus. Et là, j'ai l'intégrale de 0 à t de 1 sur racine carrée de 1 plus x2. Et ça, je sais que ça s'intègre par du arg sh. Mais que cet arg shx, c'est aussi ln de x plus racine carrée de 1 plus x2. C'est facile à vérifier puisque la dérivée de ça, ça fait ça. Et la dérivée de ça, ça fait ça aussi. Et comme ils ont la même valeur en x égale 0, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est connu. Donc, S de t va être égal à ça, bah, pas tout à fait, parce que j'ai oublié de diviser par 2. Donc, ça va être égal, en fait, à 1 demi de tout ça. Donc, S de t est égal à 1 demi de t racine carrée de 1 plus t2 plus ln de t plus racine carrée de 1 plus t2, parce que quand je prends ça entre 0 et t, quand t vaut 0, ça fait ln de... Bon, de toute façon, ça fait sh de 0 qu'il faut 0, mais qu'on retrouve aussi ici, ça fait ln de 1. Voilà, donc la longueur de cet arc entre 0 et t, quand j'ai affaire à y égale t2 sur 2, eh bien, c'est égal
1 demi de... Voilà. Alors c'est un peu compliqué. Hein. Courbe en polaire, donc l'arc paramétré IF, à θ je fais correspondre le point Fθ égale ρ plus ρθ uθ, donc ça fait F'θ, on sait, égale ρ'θ uθ plus ρθ u'θ, mais j'ai écrit comme ça pour simplifier l'écriture. La norme de F'θ, c'est donc égal à racine carrée de ρ2 plus ρ'2. Si θ0 appartient à I, S de θ est égal à la somme de θ0 à θ, si je prends comme θ0 comme origine, de racine carrée de ça de t. Et si f de θ est régulier, alors quand est-ce qu'il est régulier? On est en polaire, f' de θ c'est égal à ça, et comme u et u' forment une base orthonormée directe, c'est régulier, donc c'est différent du vecteur nul, si et seulement si ρ' et ρ sont différents du vecteur nul. Hein, d'accord? Donc ici, dans ce cas-là, la demi-tangente unitaire positive est égale à ça, ce qui fait ça sur ça, u plus ρ sur ça, u', et donc ça c'est un cosinus V, sinus V, V est défini à 2 pi près, hein, à 2 k pi près, modulo de pi, donc, et donc j'ai l'angle UT qui est égal à V. Donc là sur un dessin, je suis en M, OM donc j'ai U qui est comme ça, il peut très bien, ça dépend du signe de ρ, hein, il peut être très, ça peut être aussi dans l'autre sens. Là je suis dans le cas de ρ positif en fait. J'ai U, là j'ai U', hein, d'accord. Là j'ai U', et puis j'ai T qui fait cet angle V, hein, donc j'ai la demi-tangente ici. Voilà. Et là c'est l'angle θ. On voit maintenant la longueur de la cardioïde définie par une équation polaire comme ça, avec un positif. On l'a déjà étudié, on sait qu'on obtient la courbe entière sur cet intervalle. Fθ est égal à ρu, F'θ égale ρ'u plus ρu', ce qui nous fait ça. Et comme U et U' forment une base orthonormée, norme de F'θ au carré est égale à A carré, facteur de sinus carré θ plus 1 plus cosinus θ au carré. On simplifie en développant ça, sinus carré plus cosinus carré est égal à 1, plus 1 ça fait 2, et on obtient ça. Puis ça, donc 4 à 2 cosinus carré de θ sur 2. Et cosinus θ sur 2, on sait, est positif sur i, puisque θ sur 2 est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc le cosinus est positif. Et donc S'θ égale norme de Fθ est égal à 2a cosinus θ. Voilà, si on prend l'origine en haut, on a Sθ égale somme de 0 à θ de 2a cosinus t sur 2 dt, ce qui nous fait en intégrant le cosinus t sur 2 par 2 sinus t sur 2, enfin, on obtient facilement donc 4a sinus θ sur 2, voilà. Donc la longueur, ça va être de la cardioïde, ça sera S de pi moins S de moins pi égale 4a moins 4a égale 8a, voilà. Donc ça c'est la longueur A, bah, tout ça, ça fait 8a. Remarque que la demi-tangente unitaire positive t est égale à ça, à condition que F'θ soit différent de 0. Alors en fait, F'θ est égal à 0 quand ρ et ρ' valent 0, et ça c'est le cas quand en moins pi et en pi, parce que faut que cosinus θ plus 1 soit égal à 0, donc cosinus θ est égal à moins 1, donc θ est égal à plus ou moins pi. Et si on regarde ρ', quand on dérive ça, ça fait moins 1 sinus θ, il sera nul aussi. Donc je prends θ différent, je prends sur l'intervalle ouvert. Donc ça nous fait ça, et ça nous fait ça, et effectivement ça c'est pas nul, hein, quand θ est différent de moins pi et pi. Je remplace sinus θ par 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2, 1 plus cosinus θ par 2 cosinus carré θ sur 2. Et donc j'obtiens que t est égal à moins sinus θ sur 2u plus cosinus θ sur 2u'. Et je remarque que ça c'est pareil que ça c'est pareil que ça. Et donc que l'angle que fait la tangente avec le vecteur u est égal à θ sur 2 plus pi sur 2. Voilà.
Alors pour θ est égal à pi ou à moins pi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien f' de θ est égal à 0, f seconde de θ, bon il faut dériver ρ'u plus ρu', ou bien connaître la formule par cœur, mais on obtient facilement ρ seconde moins ρu plus 2 ρ'u', mais ρ'u' vaut 0, ρ aussi, donc ça fait ρ seconde u, donc moins a cosinus θ u, et si on est en pi moins pi, ça nous fait donc moins a fois moins a, donc ça fait a u de pi qui est pareil que u de moins pi. Alors donc en pi ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est comme ça le vecteur, donc on a une tangente horizontale, ça correspond en fait à ici. Voilà, point A de la courbe. On voit et on revoit, parce qu'on en a déjà parlé, le plan osculateur, on ne lui avait peut-être pas encore donné ce nom. On va se placer définitivement, parce qu'on va voir ensuite la notion de courbure et de torsion, dans un espace affine euclidien orienté de dimension 3. Alors si on me donne une courbe en dimension 2, eh bien je plonge le plan P, qui est orienté par un repère orthonormé direct OIJ, je le plonge dans un espace E3 en rajoutant un vecteur. On suppose ici que l'arc IF est C2 régulier, c'est-à-dire que f' de t est différent du vecteur nul, quel que soit t. En tout point t appartenant à I, où f' de t, les vecteurs et f seconde de t ne sont pas collinéaires, d'accord, le plan défini par le point m égale f de t et les deux vecteurs non collinaires est indépendant de la C2 représentation admissible. Ça, on l'a déjà démontré, on l'appelle le plan osculateur. D'accord ? Alors maintenant, on va parler du demi-plan osculateur. Si IF et JG sont C2 équivalents, donc il y a un difféomorphisme de classe C2 vérifiant ça, on a, en dérivant ça, on a ces relations-là, puis en redérivant, on a ça, et si j'appelle U égale phi de t, j'ai finalement ce résultat. Et de ce résultat, je vais en déduire quoi? D'abord, la droite delta définie par f de t et f' de t, c'est la même que la droite delta définie par g de u et g' de u. Pourquoi? Parce que, et ça on l'a déjà vu, mais je le rappelle, parce que f de t égale g de u tout simplement, et puis g' de u est collinaire à f de t, à f' de t. Donc c'est la même droite, c'est celle-là. Bon, et le demi-plan de frontière delta contenant m plus g seconde de u, ben, il va contenir aussi m plus f seconde de u, f seconde de t, parce que m plus f seconde de t, c'est m plus ça, qui se trouve donc un point de delta, plus phi' de t au carré, et là il est positif, donc je vais dans le sens de g seconde de t. D'accord? Donc en fait, c'est le même demi-plan osculateur. Hein? Il définit la concavité de la courbe. Donc ce demi-plan, il est défini, il a pour frontière g de u, g' de u, f de t, f' de t, et il contient le point m plus f seconde de t, ou encore le point m plus g seconde de u, c'est pareil. C'est le même demi-plan osculateur. Alors il définit la concavité, pourquoi? Parce que si j'applique Taylor, je vais avoir cette relation-là, et là, j'ai un terme qui est positif en f seconde de t, d'accord? Et donc, le point de coordonnées, enfin dans ce repère-là, hein, de coordonnées m le point m t plus h, eh bien, il va avoir, quand on centre en m, il va avoir des coordonnées équivalentes à ça. Donc là, comme c'est positif, le point m va rester, hein, la courbe va rester, va être dirigée, sa coordonnée en f seconde de t va être tournée vers f seconde de t, donc la concavité est par là, et dans ce demi-plan osculateur. Si f est régulier, f' de t est différent de 0, et si f seconde de t est collinaire à f' de t, et s'il existe un anti-m supérieur à 2 tel que fm de t ne soit pas collinaire à f' de t, on a déjà vu qu'à ce moment-là, quand on change de paramétrisation, eh bien c'est le même petit m, on prend le plus petit, hein, n, et c'est le même plus petit qu'on a pour g. C'est-à-dire que le plus petit n vérifiant à fn de t non collinaire à ça, c'est le plus petit n tel que g' de u et gn de u ne sont pas collinaires. Et à ce moment-là, on appelle plan osculateur à la courbe en f de t, ce plan-là, qui est exactement égal à ce plan-là. Alors on pourrait parler aussi de demi-plan osculateur, mais alors d'abord, il ne donnerait pas
il ne donnerait pas la concavité. Hein. Enfin, il donnerait la concavité à condition de faire une étude sur la parité du petit n. Voilà. Bon, on ne va pas faire ça ici parce qu'on l'a déjà fait. Ce qui m'intéressait, c'est de dire que les résultats précédents sont en particulier vrais si à la place de JG, hein, donc je prends GIF, alors I je prends AB, je prends l'abscisse curviligne centrée d'origine T0, et bien si à partir de ça je prends JG, la paramétrisation normale, c'est-à-dire J égale S de A, S de B, et G égale F rond S moins 1, eh bien je sais qu'elle est C2 équivalente à IF, et donc ce que j'ai dit là, ça reste vrai. C'est-à-dire qu'on va avoir les plans oscilateurs qui vont être les mêmes et les demi-plans oscilateurs qui vont être les mêmes dans le cas où, f de t et f de t et f seconde de t seront non collinaires. Ce qui équivaudra à dire que G de S, on a tendance à l'appeler G de S, G' de S et G seconde de S ne seront pas collinaires aussi.